Eh oui, la police a découvert que plusieurs criminels allaient quitter le pays en avion. Malheureusement, personne ne savait à quoi ils ressemblaient, ni combien ils étaient exactement. 4 hommes suspects ont été placés en détention et leurs bagages ont été inspectés. Sauras-tu deviner lequel est innocent ? Pourquoi un homme chauve aurait-il besoin de shampoing ? Une personne prétendument aveugle avec une lampe de poche ? Du dentifrice mais pas de brosse à dents ? Apparemment, seul l'homme à gauche n'est pas un criminel. Anne a invité ses amis à passer une semaine chez elle. Les jeunes gens s'amusaient comme des fous. La veille du jour où ils devaient partir, un terrible orage a éclaté. Il pleuvait à verse. Les vents violents brisaient les arbres, arrachaient les lignes électriques et provoquaient des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps était plus clément, mais Anne a découvert que sa bague en diamant préférée, celle que sa grand-mère lui avait donnée plusieurs années auparavant, avait disparu. Elle a demandé à tous ses amis de se réunir dans le salon. « Je n'arrive pas à retrouver une chose qui m'est très chère. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier ?» Megan a répondu qu'elle avait passé la plus grande partie de la journée dans sa chambre, à lire. Walter a répondu « Je m'exerçais à la guitare électrique dans le garage. » Marie a dit à Anne qu'elle ne savait même pas à quoi ressemblait la bague. Anne a tout de suite su qui était le voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Il y a eu une panne de courant. Cela signifie que Walter ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. Et Anne n'avait pas dit que l'objet volé était une bague. Alors comment Marie le savait-elle ? Walter et Marie ont volé la bague ensemble. Le gérant d'une bijouterie a appelé la police. « À l'aide !» a-t-il crié. « Mon magasin a été cambriolé !» Lorsque les agents sont arrivés sur place, l'homme était introuvable. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Ils n'avaient pas remarqué tout de suite cette porte, car elle était cachée dans un angle. En la déverrouillant, ils ont découvert un homme. C'était le gérant. « Quelqu'un m'a enfermé ! Ce doit être un des employés du magasin !» Les policiers ont demandé à l'homme d'appeler ses employés. Ils allaient les interroger. Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Ah, le voilà. Avant que le gérant ait le temps de composer un numéro, les agents l'ont arrêté. Pourquoi ? S'il était enfermé dans cette pièce et que le téléphone était posé sur le comptoir, comment avait-il pu appeler la police ? L'inspecteur de police Thomas Davis marchait dans la rue un soir d'hiver. Soudain, il a vu une personne portant un masque noir se faufiler hors d'une maison par la fenêtre. Elle portait 2 grands sacs. L'inspecteur a compris qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Il a couru après l'inconnu, mais celui-ci a tourné au coin de la rue et a disparu. Thomas a compris que le criminel s'était caché dans une de ces maisons. Mais laquelle ? Ça ne peut pas être la maison de gauche. Il y a trop de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est entré depuis un bon moment. Ce qui ne nous laisse que la maison du milieu. Nathan s'est faufilé hors de chez lui tard dans la soirée pour aller retrouver sa petite amie. L'adolescent pensait qu'il était extrêmement prudent et silencieux. Mais toute sa famille était au courant de son plan. Ils savaient que le garçon rentrerait à minuit. Ils ont décidé de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier lorsque le garçon commencerait à escalader la clôture serait le gagnant. Pas de corvée pendant 1 semaine. Pour ne pas s'endormir, le papa de Nathan a allumé la télé. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. Sa grand-mère est allée dans la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise sur le sol et a commencé à méditer. Qui verra Nathan en premier lorsqu'il reviendra ? La maman de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Une famille avec 2 adolescents était partie en vacances au bord de la mer. Ils vivaient dans un petit bungalow donnant sur la plage. Au début, tout se passait super bien. Mais 2 jours après leur arrivée, le fils cadet a disparu. La police avait 4 suspects.
Ils ont demandé à la famille du jeune homme de les examiner. Peut-être pourrait-il reconnaître quelqu'un. La mère de l'adolescent n'a pas eu besoin de plus d'un regard pour savoir qui était derrière la disparition de son fils. Qui était-ce ? C'est l'homme qui porte la casquette de baseball du garçon disparu. Carl, héritier d'une immense fortune, a été retrouvé inconscient lors d'une fête endiablée. Sa sœur Sarah l'a découvert dans la salle de bain. L'homme était allongé sur le sol, presque sans vie. Sarah a immédiatement appelé une ambulance et la police. On a emmené Carl à l'hôpital. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais le gars était toujours inconscient. Il ne pouvait pas parler. Lorsque la police a interrogé Sarah, elle leur a dit que son frère s'était senti mal. Il était allé dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après un certain temps, elle avait entendu du bruit et était allée voir comment il allait. Carl avait dû glisser et se cogner la tête sur le lavabo. Après avoir entendu ce témoignage, les policiers ont tout de suite arrêté la sœur. Pourquoi ? D'abord, cela s'est passé pendant une fête bruyante. Comment la fille avait-elle pu entendre un bruit suspect ? De plus, Carl était couché trop loin du lavabo qui se trouvait de l'autre côté de la salle de bain. Regarde cette photo et essaie de deviner qui vient du futur. Je suis plutôt certaine qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre. Tous les employés du bureau, Janice, Brian, Teresa, Sébastien et Robert, gardaient leur déjeuner dans le frigo de la cuisine. Le vendredi, Janice a ouvert le réfrigérateur pour prendre le sandwich au jambon et au fromage qu'elle avait apporté de chez elle. Mais il avait disparu. Quelqu'un avait mangé son déjeuner. Qui était-ce ? Ça ne pouvait pas être Brian, il y a un parapluie mouillé près de son bureau. Il venait juste d'arriver. Teresa est végétalienne, elle ne mange ni fromage ni jambon. Robert est au régime et ce sandwich n'est pas léger. Cela signifie que c'est Sébastien qui avait volé le sandwich de Janice. Vilain garçon! En arrivant au travail, Joe a vu que son coffre était ouvert. Tout l'argent et les documents importants qui s'y trouvaient avaient disparu. Il a immédiatement appelé son ami, le détective Callum. Lorsque l'homme est arrivé, Joe lui a dit « Je pense que le coupable est l'un de mes employés. L'un d'eux a dû prendre ma clé et ouvrir le coffre. » Callum a interrogé les 3 personnes qui travaillaient pour Joe. Wayne a répondu « Je ne sais même pas à quoi ressemble ce coffre. Et bien sûr, je ne sais pas quelle clé l'ouvre. » Augustin a dit « Je suis l'assistant de Joe. J'ai la 2e clé du coffre. Mais j'étais en vacances et je viens de rentrer. » Et Julia a simplement dit « Je ne peux pas le prouver, mais ce n'est pas moi. » Qui ment ? C'est Wayne. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'un coffre à clé et non verrouillé par une combinaison. Alors comment le savait-il ? Quelqu'un a volé plusieurs t-shirts dans un magasin de vêtements de marque. Le responsable a dit à l'agent de sécurité qu'il avait une demi-heure pour trouver le voleur. Si tu n'y arrives pas à temps, tu seras renvoyé. Le garde s'est empressé d'aller regarder les images de la vidéosurveillance. Heureusement, il a réussi à trouver qui était le voleur avant que le temps ne soit écoulé. Et toi, sais-tu qui c'était ? C'était l'homme au pull bleu foncé. Son ventre avait grossi comme par magie tandis qu'il se trouvait dans le magasin. Il devait cacher les t-shirts sous son pull. Jake et Sarah se détendent dans une station balnéaire de luxe après une conférence d'affaires épuisante. Mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est ? L'eau de la piscine est gelée. Et qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Contrairement à son reflet, la femme ne porte pas de collier. Voyons quel est ton pouvoir magique. N'oublie pas de noter tes points. Quel est ton moment préféré de la journée ? Le matin, le soir, la nuit, l'après-midi ? Je ne peux pas choisir.
Quel super pouvoir préférerais-tu avoir? La téléportation, la super vitesse, la télépathie, la super force, la vision à rayon X. Félicitations, tu as un pouvoir maintenant. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment vas-tu l'utiliser? Épouser la personne de mes rêves? Diriger la planète? M'enrichir? Devenir un ermite dans le désert? Sauver des gens? Comment t'entends-tu avec les autres? Je suis respectueux et neutre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes amis. Je n'aime pas les gens. Je suis légèrement introverti. J'aime la compagnie. Quelle est ta couleur préférée? Noir? Rouge? Bleu? Jaune? Violet? Un magicien a besoin d'un cristal. Choisis celui qui te plaît le plus. Le rubis rouge, l'améthyste violette, le diamant blanc, l'opale iridescente, l'agate noire. Quelle est ta source d'inspiration? L'amour, la compétition, l'art, la nature, les jeux. Qu'est-ce qui te parle le plus? Je veux être populaire. Je suis plutôt intelligent. J'évite les conflits. Je veux que tout le monde soit heureux. Je ferai tout pour gagner. Maintenant, compte tes points et découvre quel est ton pouvoir magique. 8 à 14 points, la télékinésie, la capacité de déplacer et de manipuler des objets. 15 à 20 points, le contrôle des éléments. Tu peux manier le feu, l'eau, l'air et la terre à ton gré. 21 à 26 points, la magie de l'amour. Tu as la capacité de créer des couples parfaitement assortis. 27 à 33 points, l'hypnose. Tu peux créer des illusions très convaincantes. 34 à 40 points, la guérison. Ton énergie vitale guérit les corps et les cœurs des autres. Regarde bien cette image. Peux-tu voir une voiture qui vient d'une autre époque? Oui, elle est là. Regarde cette image. Que crois-tu qu'il se passe? Qui a raison? Si tu as choisi la réponse A, tu es probablement une personne très indépendante. Tu préfères ne pas demander d'aide aux autres, même lorsque tu en as besoin. Et si tu as opté pour la B, ta famille est la chose la plus importante pour toi. Tu préfères prendre soin des autres, même s'ils ont tort. Gemma est allée au restaurant avec son fiancé, Mike. Peu après avoir terminé leur repas, Mike s'est senti malade. Gemma a appelé une ambulance et la police. Un agent interroge le personnel du restaurant. La serveuse dit qu'elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste pris la commande et l'a transmise au chef. La plongeuse dit qu'elle lave toujours soigneusement la vaisselle avec un savon de qualité. Le chef a dit qu'il a préparé le repas conformément à la commande. Qui ment? Le chef regarde son casier et son tatouage. C'est l'ex-petit ami de Gemma. Il a empoisonné Mike par jalousie. Will travaille dans un café. Un jour, sa femme Diana vient lui rendre visite. Laquelle de ses clientes est sa vraie femme?
Will est marié avec la femme de droite. Ils ont des tatouages similaires sur le cou. Les autres femmes sont des clientes qui ont juste le même prénom. Greg et sa fille Mia se promènent après avoir passé un an séparés. Regarde bien ces 6 personnes. Lesquelles représentent le père et sa fille? Bien joué! Fred le savant fou a accidentellement ressuscité une momie. Sa création s'est échappée du musée. En suivant la momie, Fred a couru jusqu'au parc. Regarde cette image. Peux-tu aider Fred à retrouver la momie? Elle est là-bas, derrière le stand de glace. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elles doivent faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi pluvieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au 2e étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin, mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors? Le détective Callum est en mission pour trouver un vampire et un elfe. Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Callum commence donc à la surveiller. Heureusement, il n'y a que 2 personnes dedans. Mais qui est l'elfe? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve 3 adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Phébus traverse chaque jour la frontière de 2 pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Phébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ? Regarde bien, à chaque fois, Phébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélos juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a 3 enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée, mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les 2 dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Qui ment?
Serenity, personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outil de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt, donc il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelle chose n'aura-t-il pas besoin ? Il y a 2 énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin ? Olivier ne prend pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Suzy va enfin prendre des vacances. Elle a prévu de les passer au Mexique. Elle vit seule, alors elle demande à son amie de s'occuper de ses plantes et de son chat. Son amie accepte et les emmène chez elle. À son retour, Suzy se rend compte que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment l'a-t-elle deviné ? Suzy vit seule, mais regarde, plusieurs paquets ont été livrés pendant son absence. Et ils sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur de chez elle. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ?
Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la troisième femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la quatrième femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant.
Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir, et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visitée, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque.
Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu: ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su?
La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir ? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé ? Enfoncez le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment ? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le Kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors ? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires.
Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens, chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer? Une centaine d'années? Un millier? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ceux que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense.
Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent à voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand sweat à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai ! Personne ne croyait que tu y arriverais !» dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ?» Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauf toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute l'attention était portée sur toi. Tu remets ton sweat à capuche et tu expliques ce qui s'est passé. 2 jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être 3 jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge, même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour l'éviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien.
Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi, ce qui est bizarre, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement. Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées. Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger, mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piqué sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un biochamp de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes senseurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. D'après les études de ton système, ce kraken est 10 fois plus grand et a même une apparence différente. Il ne te voit pas, mais il peut sentir que tu es là. Il commence à parcourir la planète pour essayer de te trouver. Il frappe ton vaisseau. Tu essayes de trouver un moyen de le démarrer, mais il lui manque une pièce. Tu trouves un autre vaisseau abandonné. Tu enlèves la pièce dont tu as besoin et tu la mets sur ton vaisseau. Ta combinaison possède une fonction d'auto-réparation qui te permet de réparer ton vaisseau sans outil. Après quelques minutes, il est prêt à repartir. Tu allumes ton vaisseau, même s'il est endommagé, et tu décolles. Tu réussis à te faufiler derrière le kraken. Tout le monde au café est silencieux. Beaucoup ne croient pas à tes histoires. Ils avaient cessé de recevoir des transmissions en direct avant que tu sois abattu par le kraken de l'espace.
Tout à coup, une alarme retentit et prévient que le Kraken est arrivé. Tout le monde se précipite, paniqué. Tu entends une voix dans ta tête. C'est du charabia. Mais tu as des visions du Kraken qui te parle. Il sait que tu es là et il vient pour toi. Les plats, sur les tables de la salle à manger du bateau de croisière, semblent tout juste avoir été préparés. On dirait que tout le monde vient à peine de partir. Tu paniques et tu te précipites à l'extérieur, sur le pont principal. Des pantoufles et des sandales traînent un peu partout, mais il n'y a personne. Tu te penches par-dessus la rambarde et tu vois que le navire avance toujours. Mais il n'y a pas un seul membre d'équipage en vue. D'abord, tu te dis qu'ils se sont tous rassemblés quelque part pour une raison que tu ignores. Alors, tu te diriges vers la passerelle de navigation. Tu traverses de longs couloirs labyrinthiques pour atteindre la timonerie. La porte est grande ouverte et le régulateur de vitesse a été enclenché. Quelques scénarios défilent dans ta tête. Le scénario numéro 1 est que pendant que tu dormais, tous les autres se sont réveillés et ont décidé de te faire une farce. Ils doivent donc se cacher quelque part sur le navire. Au moment où tu paniqueras parce que tu te croiras seul, ils sortiront tous de leur cachette pour te surprendre. Et il y aura une fête et du gâteau. Le deuxième scénario que tu imagines est que pendant que tout le monde profitait de sa croisière, le navire est accidentellement entré dans la 4e dimension, emmenant tout le monde avec lui, y compris les animaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es encore là, toi ? Dans le 3e scénario, les passagers et l'équipage ont trouvé un meilleur bateau et ont décidé d'abandonner celui-ci pour continuer la croisière sur l'autre. Ils ont tout simplement oublié de te le dire. Mais pourquoi n'ont-ils pas emporté leurs affaires et n'ont-ils même pas pris le temps de finir leur repas ? Tu essayes de comprendre comment fonctionnent les commandes. Mais pour toi, tous ces boutons et ces lumières qui clignotent ne forment qu'un immense gadget incompréhensible. Il n'y a pas de manuel, mais il y a une connexion Wi-Fi et elle est assez bonne. Tu démarres ton ordinateur portable pour faire une recherche rapide afin de savoir comment piloter cet énorme véhicule. Tu comprends rapidement que le navire est en pilote automatique. Il est équipé de capteurs capables de détecter les moindres variations de la houle. Tu vas sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter quelqu'un, mais ton téléphone n'a pas de signal. Seul ton ordinateur portable est connecté grâce à son câble. Il y a une radio pour contacter le continent. Tu appelles, mais personne ne répond. Soudain, des notifications s'affichent. Tu vois les photos de tes amis qui sont partis en vacances ou restés chez eux, mais il n'y a personne dessus. Tu ne vois que des chambres vides, des paysages désertés. Tout le monde semble avoir officiellement disparu, sauf toi. Tu essayes une dernière fois de contacter quelqu'un, n'importe qui, mais personne ne répond. Tu vérifies l'itinéraire de la croisière et tu découvres qu'il faudra environ 11 jours au bateau pour atteindre le quai le plus proche. En étudiant la carte, tu remarques une petite île isolée. Elle ne se trouve qu'à 4 jours de voyage. Le bateau de croisière se déplace à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit à peu près 37 km/h. Tu décides de visiter le navire et d'entrer dans des salles où tu n'as normalement pas accès. Les publicités à la télévision montrent un bateau de croisière entièrement vide, sans personne à bord. Lors d'une croisière de 7 jours, un tel navire utilisera plus de 4080 kg de laitue et 20 400 kg d'œufs. En général, on consomme 2000 steaks et 1000 pommes de terre au four par jour sur une croisière de plus de 1000 personnes. Il y a tellement de nourriture et d'ingrédients sur le bateau que, théoriquement, tu pourrais tenir pendant des années. Tu te rends à la réception et tu saisis le micro qui sert aux annonces officielles. « Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? » Mais personne ne te répond. « Si c'est une farce, ce n'est plus drôle. Vous pouvez sortir maintenant. Je vais aller manger un bout sur le pont. » Tu attends quelques instants, mais en vain. Tu décides de visiter les étages inférieurs du navire. Mais avant de descendre, tu vas jeter un œil à la patinoire. Là non plus, il n'y a personne. Tu enfiles des patins et tu fais un petit tour. Ça fait du bien. Personne n'est là pour t'embêter ou pour te dire quoi faire. Après ça, tu visites la salle de loisirs et tu essayes quelques jeux d'arcade. Comme tu disposes d'une réserve de jetons illimitée, tu joues pendant des heures. Le soleil commence à se coucher, alors tu décides de te servir une boisson rafraîchissante et de profiter du panorama. Tu t'assieds sur le pont supérieur où seuls les passagers les plus fortunés sont autorisés et tu t'installes sur un immense transat. Tout est si calme, tu n'entends que le bruit de l'océan. Tu t'endors et tu ne te réveilles que le lendemain matin à cause du soleil. Tu vas te promener, cherchant quelque chose à faire. Tu attrapes un club de golf et tu commences à lancer des balles. Tu les envoies toutes dans la mer pendant des heures, jusqu'à ce que l'ennui te prenne. Tu t'aperçois que tu t'es laissé distraire et tu décides de te rendre sur les ponts inférieurs. Tu pénètres dans une salle réservée à l'équipage avec une carte d'accès que tu as trouvée par terre. Tu commences à descendre vers le fond du navire. Il fait de plus en plus sombre. L'électricité ne fonctionne pas, alors tu te munis d'une lampe torche et tu explores les salles.
Les membres de l'équipage vivent généralement dans des cabines de style dortoir avec des lits superposés. Ils disposent aussi d'un espace commun pour prendre leurs repas et ont accès à certaines activités de loisirs. Les cuisines qui préparent les repas des principaux restaurants sont également situées dans les zones inférieures. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a beaucoup de bruit provenant de la salle des machines. Ça te donne la chair de poule. Les tuyaux grincent et les bruits secs se font entendre un peu partout. L'éclairage clignote. Des ombres ont l'air de te suivre lorsque tu te déplaces avec la lampe torche que tu as ramassée dans l'une des salles. Tu as peur. Tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un. Mais tout ce que tu entends, c'est ta propre voix qui résonne dans les couloirs. Tu es perdu. Tu essayes de retrouver ton chemin vers les ponts supérieurs, mais tous ces couloirs se ressemblent. Tu te mets à courir et tu paniques. Tu trébuches sur quelque chose et tu perds ta lampe. Il fait très sombre. Tu agites tes bras dans tous les sens en essayant de trouver la sortie. Tu poses tes mains sur les murs pour tenter de t'orienter. Tu vois enfin une lumière vive au bout du couloir. Tu te diriges vers elle. Tu arrives dans l'une des cuisines centrales où tu trouves énormément de nourriture. Il y a des dizaines de frigos et même une cuisine entière consacrée au dessert. Ton estomac crie famine. Tu manges des mets parmi les plus exotiques et les plus haut de gamme. Chacun d'entre eux peut coûter jusqu'à 1 000 € dans un restaurant de luxe. Tu passes les jours suivants à te régaler de délicieuses friandises, à jouer au golf et à faire la fête sur la piste de danse. 3 jours plus tard, tu as consommé tous les plaisirs que tu pouvais consommer sur le bateau de croisière. Tandis que tu te prélasses au soleil, tu aperçois une île au loin. Tu attrapes tes jumelles et tu vois le quai. Le navire se dirige droit vers lui. Tu retournes rapidement à la timonerie pour consulter la carte. Le bateau arrivera dans 30 minutes. Mais tu ne sais pas comment le faire accoster. Tu décides de baisser l'ancre pour arrêter le bateau. Tu utiliseras ensuite un canot de sauvetage et tu rameras jusqu'à l'île. Tu rassembles du matériel et des vivres et tu pars. Peut-être que quelqu'un sur l'île pourra t'aider. Tu descends et tu rames jusqu'au rivage. Tu entres dans la ville, mais elle aussi est déserte. Les gens ont abandonné leurs voitures sur les routes au beau milieu de leur trajet. Tu te rends au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations, mais rien. Quelques mois plus tard, tu as exploré l'île d'un bout à l'autre en consommant les réserves du bateau de croisière. Au bout de 5 ans, l'île est entièrement sous ton contrôle et tu as appris à piloter le navire. Tu n'as pas vu une seule personne depuis ce jour déjà lointain. C'est comme si tout le monde avait disparu, littéralement volatilisé.